Bonjour. Notre exposé s'intitule « Diffusion des particules ». Commençons notre leçon par une petite expérience. Mettons dans deux béchers, l'un l'eau froide, l'autre l'eau chaude, et ensuite on met quelques gouttes de colorant, l'un bleu, l'autre rouge. On voit bien au fur et à mesure que le temps s'écoule, la diffusion se fait des zones les plus concentrées vers les zones moins concentrées. Elle est plus rapide dans le cas où la solution est chaude, celle du bleu, que celle du rouge où l'eau est froide. Tout simplement parce que les particules dans la solution chaude sont plus agitées, ce qui facilite la diffusion des particules. Cet exemple n'est pas l'unique. Par exemple, à titre d'exemple, lors de l'ouverture d'un flacon de parfum dans une pièce non ventilée, la répartition des molécules odorantes dans l'espace présente exactement le même type de comportement. Plus généralement, la diffusion de matière, on peut l'interpréter soit un milieu support S, par exemple l'eau ici, exempt de tout mouvement macroscopique, soit une espèce A, ici c'est le colorant, présente de façon non homogène dans ce milieu. On nomme diffusion de matière l'évolution macroscopique spontanée du système tendant, en l'absence de contraintes externes, à atteindre un état d'équilibre par uniformisation de l'espèce A. On peut l'interpréter, le mouvement macroscopique des molécules diffusées est dû au choc de celles-ci avec les molécules du milieu porteur. Le caractère aléatoire des collisions induit un déplacement de matière des zones riches en particules vers les zones les plus pauvres. La diffusion est un phénomène de transport de particules sans mouvement d'ensemble. Il implique une inhomogénéité de concentration du milieu. Il correspond à un déplacement de particules des concentrations les plus élevées vers les concentrations les plus faibles. Il est lié à l'agitation thermique et donc à la température, comme l'illustre la diffusion du colorant. Il ne faut pas confondre la diffusion avec le transport de matière par convection, qui correspond à un déplacement macroscopique des particules. La diffusion de particules est donc un phénomène du même type que la diffusion thermique qu'on va le voir dans le chapitre suivant, et on notera aussi de fortes analogies entre le transfert thermique et la diffusion des particules. Une approche macroscopique de la diffusion de particules se fait par une analyse qualitative. Donc, soit un système sigma, un milieu support contenant des particules, diffusant dans toute la suite, nous supposons qu'une description continue de la répartition des particules est possible, afin d'écrire le déplacement macroscopique de celle-ci. Supposons qu'il existe en tout point du sigma un vecteur densité de flux de particules défini comme le nombre de particules qui traversent la section S orientée par le vecteur normal UN. Donc le vecteur densité de courant de particules est défini par le nombre de particules divisé par la section qui traverse les particules et par unité de temps. Donc logiquement, le vecteur J a la dimension de mètre-2 second-1. Donc cette quantité est algébrique. En effet, soit le vecteur J opposé avec UN, ou bien même sens que le vecteur normal à la surface S. Donc l'unité du J, comme on a déjà vu, mètre-2 second-1.
En principe, lorsqu'une inhomogénéité existe dans les répartitions des particules diffusées, un mouvement macroscopique s'effectue spontanément. Ce type de transfert a toujours lieu des régions les plus peuplées vers les régions les plus démunies. Ce transfert macroscopique cesse lorsque la densité de particules est uniforme. L'origine du mouvement provenant d'un nombre astronomique de chocs moléculaires, il est illusoire d'espérer établir un lien direct entre les quantités macroscopiques et le détail microscopique des interactions. Une démarche plus raisonnable est celle adoptée par Adolf Fick vers 1855, qui proposera une loi phénoménologique basée sur des observations expérimentales et inspirée par la loi de Joseph Fourier de l'onde thermique, qu'on va le voir clairement dans le chapitre suivant. Donc, il est possible que lier le vecteur densité de courant à la nombre de particules par unité de volume. Donc, on peut dire, dans un milieu homogène et isotrope, contenant des particules réparties de façon non homogène, apparaît spontanément un vecteur densité de courant de particules en tout point de l'espace lié par la loi de Fick, où D, c'est un coefficient nommé coefficient de diffusion étant caractéristique de l'espèce diffusée et du milieu support utilisé. Voici dans le tableau quelques exemples de phase et de support et des particules. L'unité, donc on voit bien, plus la phase est condensée, plus le coefficient de diffusion est faible. Donc, s'il y a une difficulté de diffusion des particules. C'est une loi analogue à celle vue dans le cours d'électromagnétisme, loi d'Ohm locale, où J est le vecteur densité de courant électrique, égale gamma fois le champ électrique E. De plus, dans le cas très simple, on peut démontrer par un traitement microscopique que la loi de Fick s'applique effectivement, mais de façon générale. En principe, cette loi reste de nature phénoménologique, c'est-à-dire basée sur l'expérience, et ne décrit pas toujours les effets observés. Globalement, des déviations de la loi de Fick apparaîtront lorsque les concentrations des particules diffusées sont très faibles, une description continue de la répartition des particules diffusantes étant alors non pertinente. Ou bien il y a une autre déviation aussi où la concentration est trop forte, des non-linéarités apparaissant du fait de l'interaction entre particules. Commençons tout d'abord par la mise en évidence d'une équation de diffusion des particules et prenons comme exemple le cas du coordonnée cartésienne. Mise en évidence de l'équation de conservation de la matière. Soit le vecteur densité de flux de particules diffusées orienté suivant l'axe OX, ici, direction de propagation des particules, donc soit un volume élémentaire D tout de surface de base pi r au carré, avec R0 c'est le rayon du disque, surface latérale, et ici, on va supposer que la diffusion est uniaxiale et pas de diffusion latérale. Par raison de symétrie, le vecteur J est porté par l'axe X et dépend seulement de la variable d'espace X et du temps T. Considérons ce volume et on va calculer maintenant le nombre de particules entre deux instants T et T plus dt contenus dans le volume élémentaire considéré. Soit dn2, le nombre de particules variant entre ces deux instants. Puisque petit n, c'est un nombre de particules par unité de volume, on va multiplier par mètre cube le volume élémentaire. Un petit développement de Taylor-Lagrange à l'ordre 1, on peut l'écrire avec dérivée partielle.
par rapport au temps, ce nombre de particules. L'indice 2 est indiqué ici parce qu'on a une variable, une intégration plutôt sur temps et une intégration sur l'espace. Cette quantité de matière, la quantité de matière reçue par les deux bases algébriques pendant le temps dt n'est autre que le nombre de particules entrant par la position x et aussi moins plutôt le nombre de particules sortant. Donc ce calcul, en revenant à l'expression précédente, le nombre de particules n'est autre que j scalaire ds fois dt. Donc le produit scalaire entre j et le vecteur normal fait apparaître le signe moins. C'est pour cette raison le moins on va avoir ici plus. Et comme on va faire un développement de Taylor, hein, on va avoir le signe moins ici, un dérivé partiel par rapport à x. Toujours, il faut l'écrire en dérivé partiel parce que nous utilisons ici hein, des fonctions qui dépendent de deux variables, x ici et du temps. Maintenant, si le système ne possède pas de source de particules à l'intérieur, la diffusion est le seul mécanisme qui permet de faire varier le nombre de particules présentes dans l'intervalle de temps dt, ce qui se traduit par le nombre de particules qui varie au cours du temps égale le nombre de flux reçus, le nombre de particules reçues hein, pendant l'intervalle de temps dt. Donc, on peut déduire que la variation temporelle du nombre de particules égale à une variation du flux de J. C'est ni autre que la divergence du vecteur J en coordonnées cartésiennes. On nomme source de particules tout dispositif capable d'injecter ou de soustraire des particules du système. Par exemple, si on a une réaction nucléaire, fission par exemple, donc d'autres particules réapparaissent hein, pendant les particules entre la position X et sort à la position X plus dx. Supposons donc que le milieu support comporte des sources de particules réparties dans le cylindre. On note sigma x de t, la quantité de particules créées par unité de temps et de volume. Le nombre de particules apparaissant donc dans le volume des tout n'est autre que sigma fois le volume pour avoir un nombre de particules et fois dt. Cette fois-ci, l'équation de conservation de particules s'écrit sous la forme suivante. Nombre de particules entrant moins sortant. Logiquement ici, on peut les traduire par nombre de particules hein, de production moins nombre de particules absorbées. Car les particules apportées au volume proviennent d'une part des sources et d'autre part des échanges par diffusion. L'équation de conservation de la matière, dans ce cas, on peut avoir un terme de création ici qui est en blanc. La densité de particules en coordonnées cartésiennes J égale moins d grade, donc l'application du grade en coordonnées cartésiennes va me donner dérivée de n par rapport à x. Et l'équation de diffusion hein, en coordonnées cartésiennes s'écrit sous la forme suivante. C'est une équation, hein, quel que soit t et quel que soit x. Donc, cette équation, on peut la généraliser dans le cas à 3 dimensions. Donc, un petit calcul simple, on peut le montrer que moins div de j plus sigma, le taux de création, égale dérivée de n par rapport au temps. C'est une équation analogue à déjà vue dans le cours de l'onde électromagnétique. L'équation de la diffusion unidimensionnelle en absence de source, donc on passe à la solution de cette équation. C'est une équation dans le cas où pas de création de particules. C'est une équation qu'on peut le voir dans d'autres domaines. Exemple, dans le cas où l'onde se propage dans un conducteur réel, en remplaçant petit n par le champ électrique et grand D par mu 0 fois gamma, mu 0 perméabilité du vide et gamma conductivité du milieu. Ici, je crois, mu 0, epsilon 0 ici, hein, 1 sur T, c'est-à-dire
Donc, la solution de cette équation n'est pas demandée, mais donnée dans le concours, cette expression. Donc, on peut dire qu'au temps t égale t0, n0 particules sont concentrées et une à une position x0, de sorte à t égale à 0 secondes, on a nombre de particules bien défini. Alors, la probabilité de trouver une particule au temps t dans l'intervalle élémentaire est donnée par cette loi, quel que soit t et quel que soit x. Et la densité de particules petit n a pour expression suivante, avec petit n égale n0, nombre de particules à l'instant t égale 0. Donc, tout simplement, il suffit de multiplier la probabilité, en divisant la probabilité par dx et en multipliant par n0. Ces deux fonctions sont des quotients car elles sont symétriques elles sont symétriques, centrées en x égale à 0, x0 ici, et ont une forme comme la montre la figure suivante. 2 fois delta x1, ici c'est la largeur à mi-hauteur. On voit que cette largeur s'étale lorsque le temps augmente. Ici, on a T1 inférieur à T2. Et on remarque aussi que le pic diminue au cours du temps. Mais les particules restent toujours concentrées vers x égale à 0. La densité maximale de particules diffusantes se trouve toujours donc centrée sur le point d'injection des particules. Et la position moyenne, on peut la calculer par un calcul mathématique simple, en changeant ici x moins x0 par variable u. Cette intégrale est nulle par parité et l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de cette fonction égale la probabilité. Donc la somme de toutes les probabilités égale à 1. C'est pour cette raison la moyenne de x au cours du temps de type particule en moyenne se trouve au centre. À un temps donné fixe de la portion, l'espace est colonisé par les particules diffusantes correspond à la largeur à mi-hauteur de la gaussienne. Pour déterminer la largeur à mi-hauteur, il suffit d'écrire que exponentielle moins ici, donc ici l'exponentielle moins x plus ou moins delta x sur égale 1 demi de le maximum. Donc, le maximum, donc c'est facile, comme le gain, par exemple, dans le filtre, G max sur racine de 2, largeur à mi-hauteur, la valeur maximale divisée par 1 demi. En appliquant le log de part et d'autre, un petit calcul facile, on peut l'amener à cette expression où la largeur à mi-hauteur est proportionnelle à racine de d fois surtout racine de t. Donc, la diffusion au cours du temps n'est pas linéaire espace-temps. Ainsi, au cours du temps, l'espace occupé par les particules diffusantes augmente proportionnellement à la racine du temps et le phénomène de diffusion ralentit. Nous notons que le comportement particulier de la longueur, de la largeur d'occupation vis-à-vis du temps se retrouve facilement par une analyse qualitative simple de dimension. Supposons qu'à un temps t donné, la distance typique sur laquelle varie la densité de particules soit petit l en termes d'ordre de grandeur, nous avons donc dérivé de n sur dt comme ordre de grandeur dimensionnel nombre de particules sur temps, et la dérivée seconde n'est autre que nombre de particules sur L au carré, mètre au carré, c'est-à-dire L, c'est la distance caractéristique de propagation des particules. Et par conséquent, à partir de l'équation de diffusion des particules, on peut montrer que L égale racine de D fois T, déjà déterminée par une loi probabiliste. La distance typique de variation de la densité de particules évolue bien proportionnellement à la racine de t. L'équation de diffusion des particules, c'est une équation fondamentale pour étudier,
par exemple, la diffusion des particules de pollen dans l'air, par exemple. Et dans le cas d'un régime dit stationnaire, la dérivée de n par rapport au temps égale à 0, et on va obtenir une équation semblable à celle déjà vue dans le cours d'électromagnétisme, l'équation de Laplace. Dérivée seconde par rapport à x2 de n de x. Imaginons que vous avez ici un terme de création et en outre, on a un régime stationnaire, c'est-à-dire ne dépend pas du temps, on retrouve l'équation de Poisson qui est déjà analogue à celle vue dans le cours d'électromagnétisme. Donc, le cours de diffusion des particules et on va avoir beaucoup de phénomènes qui rassemblent avec le cours de transfert thermique et aussi avec le cours de la diffusion des particules électriques dans un conducteur ohmique. Merci pour votre attention et à la prochaine.